Bon, l'objectif, j'ai choisi un sujet plutôt ludique, puisqu'il nous concerne, je pense, quasiment tous. C'est la manière finalement dont on pouvait optimiser la négociation quand on avait en face de nous un banquier. Donc, ce que je vous propose, voilà, je vais vous apporter un certain nombre d'éclairages ou peut-être de piqûres de lecture pour certains. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez me poser des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse échanger tous ensemble. Donc, juste en quelques mots, la mission d'un courtier en crédit immobilier. Alors, une première statistique, c'est qu'aujourd'hui, il y a 45% des dossiers de crédit immobilier qui passent par l'intermédiaire des courtiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ans, c'était 25%. Donc, aujourd'hui, on a gagné 20% de part de marché. Et donc, ça correspond tout simplement à une évolution comportementale du client final qui souhaite évidemment de plus en plus comparer. Voilà, et puis aller finalement vers la meilleure proposition. Donc, le modèle économique de base, il est simple, c'est qu'en fait, on capitalise sur ce volume-là pour pouvoir négocier avec les banques des meilleures conditions par rapport à une négociation directe avec une agence bancaire. Pour être très factuel, en moyenne, on a des taux en deçà de 0,30 voilà, par rapport à une négociation en direct avec un conseiller ou un directeur d'agence. Donc ça, c'est le premier effet de levier. Et le deuxième, c'est l'assurance emprunteur. On en entend de plus en plus parler. Voilà, Christophe sait de quoi je parle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le législateur a permis de fluidifier un petit peu ce marché de l'assurance emprunteur, mais vraisemblablement pas suffisamment, puisque quand le client passe en direct par sa banque, dans 85% des cas, la banque lui demande de prendre son assurance emprunteur. Alors après, il a des portes de sortie, il a la possibilité de résilier la première année ou après à chaque date anniversaire, mais on s'aperçoit que c'est très rarement fait. Et souvent l'emprunteur paye une assurance qui est hors de prix quand on compare cela avec les garanties dont il dispose, puisque sans caricaturer, l'assurance groupe, donc l'assurance de la banque, elle est 2 fois plus chère que ce qui se fait sur la place. Voilà, donc en fait, pour éviter que nous-mêmes nous négocions des taux très bas et qu'il y ait un effet rattrapage sur l'assurance emprunteur, en fait, on a signé une convention cadre avec tous les établissements bancaires de la place, il y en a une douzaine, qui prévoit que on va chercher la banque la plus compétitive à partir du taux. En parallèle, on mène la démarche d'aller chercher le meilleur contrat d'assurance emprunteur de la place pour le ou les emprunteurs, puisqu'on a un partenariat avec les plus grandes compagnies. Alors, je vais citer AXA, évidemment, en premier. Je peux également citer Generali, Cardiff, etc., etc. Et en fait, une fois qu'on a trouvé le meilleur contrat, on le soumet à la banque. Et en fait, la banque, soit elle s'aligne à garantie identique, soit elle n'est pas capable de le faire, auquel cas elle accepte que le client s'assure à l'extérieur. Voilà. Et c'est ces 2 postes-là qui permettent finalement d'optimiser le coût global du crédit. D'accord. La question, enfin, le sujet c'était comment négocier avec son banquier. Oui. Donc en gros, ce que je comprends, c'est qu'il y a 2 choses. C'est négocier le taux du crédit, négocier le taux d'assurance. Oui. Donc quelque part, discuter avec son banquier en lui disant écoutez, voilà, mais en même temps, est-ce que je ferais pas mieux de passer par un courtier? Est-ce que ça peut déclencher des motivations de sa part pour être plus efficace dans sa proposition? Oui, naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des grilles de taux. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des grilles. Alors, je vais évoquer après les différents leviers, au-delà de l'aspect volume, les différents leviers qu'un particulier, par exemple, pourrait utiliser, que nous, on utilise, mais qu'un client pourrait utiliser également en direct. Mais avant de revenir à cela, si tu veux, les banques, elles ont des grilles de taux où, en gros, tu as la durée du prêt et le niveau de revenu des emprunteurs. Voilà. Et en croisant les 2 informations, tu as un taux qui apparaît. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taux de base. Voilà. Sur ce taux de base, tu as une grille de taux grand public, si je puis dire, c'est-à-dire quand tu es en négociation directe. Et ensuite, tu as des grilles de taux courtiers, où c'est là où effectivement tu as l'écart en moyenne entre 0,20 et 0,30 selon l'établissement bancaire.
Après, si tu veux, ta négociation, elle va toujours partir, si tu veux, de ton taux de référence, de ton taux de base. Donc oui, bien sûr, tu as la capacité, en mettant des arguments en avant que je vais citer juste après, de baisser par rapport à ce taux de base. Le but de la conférence, c'est aussi de donner un petit peu des clés à des particuliers, enfin à des gens comme Bien vous, sûr. de pouvoir se retrouver devant son banquier et d'avoir un comportement, une compréhension d'une part de ce que le banquier, lui, va attendre pour justement lui permettre de faire des efforts vis-à-vis de nous, aussi bien sur l'aspect assurance que sur l'aspect crédit, enfin, montant du crédit, comme tu as dit. Donc, comprendre ces clés-là qui permettent derrière de pouvoir discuter Bien sûr. correctement avec son banquier. Parce que moi, mon souci, c'est que j'ai du mal à comprendre le schéma de pensée Alors, je vais te l'exposer. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, alors c'était justement la deuxième partie de ma présentation, c'est-à-dire qu'en fait, le banquier, en fait, il a 4 axes, enfin, plus exactement, le client bénéficie de 4 axes pour faire baisser les conditions de son crédit. Alors, le premier, il est assez logique, c'est la durée du financement. Alors, ce que je dis, ça vaut pour le prêt immobilier, mais ça vaut pour n'importe quel crédit, hein, puisque j'ai voilà, des entrepreneurs autour de la table, ça vaut également pour les crédits professionnels. Donc, en fait, le premier levier d'économie, c'est la durée, puisque, évidemment, plus la durée du prêt va être courte, plus le banquier va, entre guillemets, prendre un risque sur une, voilà, sur une durée moins longue, et plus le taux va être bas. D'accord? Donc, ça, c'est le premier élément. Évidemment, si tu empruntes sur 20 ans, tu auras une dérogation de 0,25 par rapport à si tu empruntes sur 25 ans, etc., etc. Donc, évidemment, il y a un point de vigilance. C'est qu'en fait, une fois que tu as dit ça, bien sûr qu'il faut partir sur la durée la plus courte, mais il y a aussi un effet mécanique, c'est que plus tu raccourcis la durée et plus tu augmentes la mensualité. Voilà. Et le point de vigilance, c'est évidemment déjà de ne pas dépasser le taux d'endettement de 35%, qui est le plafond de verre au-delà duquel il devient compliqué pour le banquier de te valider ton projet. Et puis, il faut aussi se projeter un petit peu, c'est-à-dire que souvent, notamment sur des premières accessions, voilà, en exposant cela à des primo-accédants, à des jeunes, voilà, ils te disent, bon, ben, dans ces cas-là, on va partir sur la durée la plus courte possible pour vraiment frôler les 35% d'endettement. Attention, parce que si directement tu te mets au taquet de tes 35% d'endettement, ça veut dire que tu ne pourras pas formuler d'autres projets immobiliers. Demain, si tu veux faire du locatif, par exemple, et que tu es déjà au taquet, alors bien sûr, tu auras certainement des augmentations de revenus, mais ça va être compliqué de reconstituer une capacité d'emprunt. Voilà, donc c'est toujours une question d'équilibre. Il faut trouver le juste curseur entre le raccourcissement de la durée et la faisabilité du projet, et également à terme, ta capacité à pouvoir emprunter éventuellement sur de nouveaux projets. Voilà. Donc ça, c'est le premier levier, c'est la durée. Excuse-moi, est-ce qu'il n'y a pas aussi comment dire, une typologie de biens que tu veux acheter sur la notion de long ou de court? Ce que je veux te dire, c'est si par exemple tu achètes un bien pour faire un bien locatif, est-ce que tu n'as pas intérêt d'avoir des périodes longues puisque tu as du revenu en face? Tu as raison en termes de trésorerie, c'est-à-dire qu'en fait, tu as tout intérêt finalement à essayer de faire couvrir le maximum de ton emprunt par le loyer. Maintenant, si tu veux, le locatif, quand tu fais du locatif, j'ai presque envie de dire que le coût inhérent au crédit, il est à relativiser parce qu'en fait, les intérêts d'emprunt et l'assurance emprunteur, ça fait partie de charges qui sont déductibles fiscalement. C'est-à-dire que ce que tu ne vas pas payer en intérêt et en assurance, tu vas le payer en impôts et en prélèvements sociaux. D'où l'importance d'avoir un crédit long finalement, parce que tu vas payer. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, justement, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de partir plutôt sur une durée longue, puisque oui, le coût va être un petit peu dégradé par rapport à un emprunt sur 20 ans, par exemple, mais l'effet, entre guillemets, impôts et prélèvements sociaux que tu ne vas pas payer va amortir ce phénomène-là. Et la contrepartie de cela, c'est que du coup, tu auras moins de trésorerie à décaisser tous les mois et tu pourras t'en servir pour autre chose. Donc oui, je partage ton diagnostic. Donc, en tout cas, vraiment sur l'aspect condition, le premier levier, donc c'est la durée. Le deuxième levier, ce sont les revenus. Donc, quasiment, il n'y a qu'un établissement bancaire aujourd'hui qui n'intègre pas les revenus comme variable pour déterminer le taux. C'est la Banque Postale, hein, qui a une dimension un petit peu voilà, solidaire, sociale, etc. Mais sinon, tous les autres établissements de la place, tu as
une grille et en fonction de ton niveau de revenu, ce sont des paliers, mais tu as une dérogation, une baisse plus ou moins importante de ton niveau de taux. Donc, pour te donner un exemple, voilà, à revenu constant, souvent des personnes se posent la question parce qu'elles sont pacsées ou parce qu'elles vivent en union libre de savoir si elles empruntent seules ou à deux. Voilà, à revenu constant, tu auras des meilleurs taux en empruntant à deux plutôt qu'en empruntant tout seul. Voilà. Donc, évidemment, le revenu, j'ai presque envie de te dire, alors ça c'est quelque chose, les revenus, c'est les revenus, hein, tu ne vas pas les modifier en claquant des doigts, mais évidemment, c'est un élément voilà, qui est de nature à faire évoluer les conditions de ton prêt. Le troisième élément, c'est l'apport. Pareil, quasiment tous les établissements bancaires en fait, te font une baisse de taux proportionnellement aussi élevée que l'apport est important. C'est un peu la même mécanique intellectuelle que la durée. C'est-à-dire qu'en fait, plus ton apport est important, plus l'encours que la banque met sur la table pour accompagner ton projet est faible, enfin le montant du prêt est faible, et donc le risque diminue. Et donc, du coup, vu que le risque est plus faible, ben, le taux est plus bas. Voilà. Donc après, c'est pareil, un point d'équilibre à trouver. Parce que l'idée, c'est évidemment pas de se foutre à poil et de se retrouver après projet avec voilà, 3 cacahuètes en épargne disponible. Voilà, donc l'idée, c'est toujours voilà, finalement de trouver ben, l'endroit optimal où placer le curseur, sachant que tu as une première décote pour un apport qui correspond à 10% du projet global, tu as une deuxième décote pour un apport qui dépasse 20% du projet global, et après, tu n'as plus de décote. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui hésiterait à mettre vraiment des sommes extrêmement importantes dans son projet, moi, je vais lui déconseiller parce que finalement, au-delà de 20%, tu n'as strictement aucun effet de levier en termes d'économie sur le taux. Donc, tu as tout intérêt finalement voilà, à coffrer cette épargne au chaud et pourquoi pas l'utiliser pour d'autres projets. Le dernier levier, et c'est là où effectivement le client final a le plus de matière à négocier, c'est la relation commerciale. Voilà. Donc la relation commerciale, alors de moins en moins, mais encore, le client a l'impression que le fait de faire un crédit immobilier au professionnel avec son banquier est générateur de marge. Ce qui n'est absolument pas le cas en fait, hein, puisque souvent dans la tête du client, le banquier crée l'argent de manière un peu magique et lui facture un taux d'intérêt. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'en fait, le banquier, il le paye l'argent. Il le paye, c'est-à-dire qu'en fait, pour simplifier, en fait, la somme des montants qu'il y a sur les comptes chèques ou qu'il y a sur les livrets d'épargne disponibles. Voilà, toutes ces sommes-là, en fait, le banquier va s'en servir. En fait, il va transformer, il va servir d'intermédiaire, il va s'en servir pour prêter à d'autres clients qui ont des besoins en financement. Sauf que dans tous les établissements bancaires de la place, le stock de comptes chèques, enfin d'argent sur les comptes chèques et de trésorerie sur les supports épargne disponibles est toujours insuffisant par rapport à la demande de crédit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour combler le déficit d'argent, en fait, la banque va se tourner soit vers la banque centrale, soit vers d'autres établissements bancaires qui, eux, à un instant T, auraient des excédents de trésorerie. Mais cet argent-là, la banque ne l'a pas gratuit. Le seul argent que la banque a gratuit, c'est l'argent sur les comptes chèques des clients. Voilà. Quand l'argent est sur les livrets, mais ils vous rémunèrent au taux du livret ou du plan d'épargne logement. Et quand ils achètent l'argent donc à la banque centrale ou à d'autres établissements bancaires, évidemment, ils achètent avec un taux également. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux moyen de l'achat de l'argent par les banques, hein, qui est leur matière première, finalement, c'est quasiment le taux qu'ils proposent finalement pour recruter de nouveaux clients, pour conserver leurs clients. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la banque, elle a une marge qui est très faible, voire nulle sur l'activité de crédit. Et il y a même des fois où elle accepte de faire une marge négative, c'est-à-dire de vendre l'argent moins cher que ce qu'elle le paye, voilà, pour pouvoir derrière capter de la rentabilité. Alors comment elle fait pour rentabiliser la relation, la banque? En fait, il y a trois domaines sur lesquels elle va marger. Le premier, c'est les flux, c'est-à-dire l'argent que vous allez confier sur un compte chèque. Vos salaires, par exemple, pour pouvoir rembourser le crédit, mais également vos dépenses. Voilà. Plus la banque elle a un encours moyen sur un compte chèque qui est élevé,
et plus elle peut se servir de cet argent, encore une fois, pour prêter à d'autres clients, sachant qu'elle ne vous rémunère pas sur ses comptes chèques, contrairement à d'autres pays européens. Voilà, donc ça, pour elle, c'est l'idéal, c'est de la ressource gratuite. Deuxième élément, c'est l'épargne. Alors l'épargne, c'est un peu le même raisonnement. Plus vous lui confiez de l'épargne à la banque, quand on regarde les taux de rémunération de l'épargne qui sont assez anecdotiques, hein, 0,50 par exemple sur des livrets, évidemment, la banque, elle va vous payer 0,50 l'argent que vous placez sur les livrets, puis à côté de ça, elle va prêter à 1 ou 1,5%. Donc là, évidemment, plus vous lui confiez d'épargne, et plus elle pourra dégager de la rentabilité sur cette épargne. Et enfin, le dernier point, c'est les autres services. Je pense notamment aux cartes bancaires, je pense notamment aux assurances, assurance habitation, assurance auto, etc., la prévoyance, où là, évidemment, les marges sont beaucoup plus confortables. Donc, en gros, crédit immobilier, crédit professionnel, c'est un produit d'appel pour capter des flux, vos salaires, de l'épargne, et voilà, et vous commercialisez différents produits sur lesquels la marge sera beaucoup plus confortable. Donc là, évidemment, si vous allez voir votre banquier en vous offusquant parce que il veut que vous ouvriez un compte avec une carte, un accès Internet, mettre un peu d'épargne de côté et prendre l'assurance habitation, bon, il est clair que là, le banquier ne baissera pas le taux, voire même vous refusera de faire le crédit parce qu'il va se retrouver dans une situation voilà, où il ne pourra pas développer de création de valeur sur la relation. Pour revenir à l'objet du thème là, de ton intervention, la négociation auprès du banquier, est-ce que tu conseilles de renégocier le prêt régulièrement? Alors, renégocier, alors il y a la sémantique, elle est importante. En fait, alors, attention, oui, je parle de renégociation. Alors, et également, tu vas en parler, je pense, de rachat aussi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, quand on parle de renégociation, c'est qu'en fait, on reste dans le même établissement bancaire et on lui demande, en gros, de baisser le taux par rapport au taux qu'on avait eu donc à l'époque. Alors, il est clair que vous aurez rarement, si la banque accepte de baisser le taux, c'est une négo, mais vous aurez rarement le même taux que les taux du marché. Pourquoi? Parce que si vous avez eu du 3% par exemple, ça veut dire aussi que le banquier à l'époque, il a acheté l'argent plus cher. Voilà. Et donc forcément, s'il vous baisse le taux aujourd'hui, ça voudra dire qu'en fait, il taille directement dans sa marge. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi toujours se positionner sur qu'est-ce que je vais faire de ce bien-là. Parce que quand vous faites une renégociation, la plupart du temps, vous payez des frais de renégociation, vous pouvez appeler ça des frais de dossier, vous appelez ça comme vous voulez. Et évidemment, si derrière vous avez vocation à vendre votre bien dans 6 mois, même si le taux est plus bas, en fait, vous n'aurez pas eu le temps d'amortir finalement les frais liés à l'opération. Donc, les deux questions qu'il faut se poser, c'est que est-ce que j'ai vocation déjà à conserver le bien sur une durée suffisante qui me permette d'amortir les frais liés à la renégociation? Et voilà. Et le deuxième élément, c'est oui, on a toujours intérêt de toute façon à renégocier avec sa banque, en s'appuyant notamment sur l'historique en termes de relations commerciales, qui représente la marge historique que la banque a engendrée avec la relation client qu'on a entretenu avec elle. Ça, c'est avec votre établissement bancaire. Maintenant, il y a une deuxième possibilité, c'est de faire racheter, donc là on parle de rachat de crédit, de faire racheter votre prêt par un autre établissement bancaire. La vertu de cela, c'est que si vous faites racheter le crédit par un autre établissement, lui, par contre, il va acheter l'argent au taux du moment. Et donc, forcément, il pourra vous faire les taux du moment. Alors, c'est pareil, il y a souvent un raisonnement un peu simpliste qui s'opère, c'est qu'en fait, on se dit, j'ai eu du 2%, l'autre banque concurrente me propose du 1,5%, donc c'est bon, je vais gagner par rapport au 0,50. Alors, ce raisonnement est erroné parce qu'en fait, quand vous faites un rachat de crédit, vous avez des frais liés à l'opération. Alors, il n'y en a pas 50, il y en a 3. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, la banque dans laquelle vous êtes actuellement va vous facturer des frais de remboursement anticipés. Elle va vous facturer des frais de remboursement anticipés pour compenser le fait qu'elle n'encaissera pas les futurs intérêts, puisque par définition, vous allez rembourser par anticipation le crédit. Donc, ça, c'est le premier élément. Le premier poste de dépense, ce sont effectivement les frais de remboursement anticipés. Le deuxième élément, c'est les frais de garantie, puisque en fait, quand vous souscrivez un emprunt immobilier, la plupart du temps, la banque, elle enregistre une garantie. Donc, c'est soit elle prend une hypothèque, c'est-à-dire que c'est votre bien qui sert de garantie au crédit,
soit elle sollicite un organisme de caution, ce qu'on appelle l'organisme de caution externe, qui, moyennant une prime qui vous facture, se porte garant pour vous si jamais vous ne remboursiez pas le crédit. Voilà, cette garantie, que ce soit l'une ou l'autre, en fait, elle est uniquement dédiée à l'établissement qui vous prête. Donc, ça veut dire que si vous faites racheter le prêt par un autre établissement, il faudra de nouveau enregistrer une garantie et donc de nouveau payer des frais de garantie. Voilà. Et le dernier poste de dépense, ce sont les frais de dossier. Donc, c'est les frais de dossier de la nouvelle banque pour instruire votre dossier. Donc, en fait, l'écart de taux entre le taux que vous avez actuellement et le nouveau taux, en fait, il ne suffit pas qu'il soit plus bas. Il faut qu'il soit plus bas au point de, 1, compenser les frais incompressibles justement liés à l'opération, et 2, vous faire gagner sur le coût total du crédit. Voilà, parce que sinon, ça ne sert strictement à rien. Et en fait, on considère qu'il faut à minima qu'il y ait un écart de taux entre 0,80 et 1% entre le taux que vous avez actuellement et le taux proposé par un autre établissement pour que l'opération soit opportune.